Ce voyage latin prend pour point de départ le film américain intitulé Sixième Sens dans sa version française, Sextus Sensus, qui date de 1999, anno millesimo nongentesimo nonagesimo nono. Notez que le titre américain est The Sixth Sense avec l'article The, article qui a été supprimé dans la traduction française. La raison en est peut-être qu'il existe déjà une œuvre cinématographique intitulée Le Sixième Sens, avec article en français, un feuilleton télévisé datant de 1970, anno millesimo septingentesimo septuagesimo. C'est l'histoire d'un très jeune violoniste extrêmement doué, l'archet étant, comme on le comprend immédiatement, son sixième sens. Pour les nostalgiques des années 70, voici quelques notes de la musique de ce film. Ré, mi, ré, la, ré, mi, fa, mi, ré, sol, do. Do, ré, mi, ré, do, si, ré, sol, sol, mi, fa, sol, pa, la, pa, 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 pa. Inoubliable. Dans les archives du Confédéré, par exemple, qui est un quotidien suisse, valaisan pour être plus précis, le canton de Valais étant au sud de la Suisse, journal qui existe depuis 1861, le feuilleton a été programmé en novembre 1970. C'est donc peut-être pour cette raison que l'article a été omis dans le titre de la version française du film américain The Sixth Sense. C'est l'histoire d'un certain Cole Sir, qu'on appellera Cole tout court dans le film, un garçon âgé de 9 ans. On voit son nom écrit sur la feuille et son âge, aged 9, novemanos natus. Pour dire l'âge, le latin dit natus, au cas voulu, ici au nominatif par défaut car il n'y a pas de phrase, et le nombre d'années à l'accusatif, ici novemanos. Pour une fille, il faut mettre natus au féminin, donc nata. Novem est indéclinable, comme tous les nombres cardinaux entre 4 et 199. On redécline à partir de 200, ainsi que les milliers. C'est son pédiatre, pédiatère, qui surveille la porte de sa maison en attendant sa sortie. Le mot en latin moderne pédiatère a été calqué sur magister. Magister, le maître d'école. En français pédiatre, sur la base de deux racines grecques, païs, enfant, qui fait païdos au génitif, et iatros, qui fait iatrou au génitif, médecin, d'où pédiatre, médecin de l'enfant. Ne pas confondre la racine grecque pède qui renvoie à l'enfant, comme dans pédagogue, ago conduire ou accompagner. Le pédagogue était à l'origine un esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, avec la racine latine pède qui renvoie au pied, du latin pes qui fait pédis au génitif, comme dans les mots français pédicure, pédale, pédestre et ainsi de suite. Une randonnée pédestre est une randonnée qui se fait cum pedibus avec les pieds. On peut envisager dans le néologisme gymnopédie, forgé par Éric Satie, une double signification. En latin cela signifierait gymnastique des pieds, c'est sans doute une aimable plaisanterie, comme c'est une cadence assez lente à 3 temps.
On peut penser qu'il y a plus de mouvements de pieds sur les pédales du piano que de notes qui se font volontairement rares. En grec, cela signifierait enfant nu, gymnos, nu en grec ancien. D'où le gymnase, parce que les athlètes s'y entraînaient nus dans la Grèce antique. La cadence gymnopédique est basée sur une note courte et une note longue, en accompagnement harmonique perpétuel, avec des accords plutôt modernes, presque jazzy. Satie avait un humour féroce, on lui attribue ce mot fameux, bien que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Cette plaisanterie est citée dans le livre de Stella Baruch, Échec et maths, publié en 1973, dont le titre, basé sur un jeu de mots, pose la question de l'échec scolaire en mathématiques. Cette formule pourrait se traduire en latin par Tametsi indicia nostra falsa sunt, tamen ea non spondemus. L'adverbe tamen, qui signifie cependant, est facultatif, mais on rencontrera souvent la réponse tamen à tametsi. Le pronom neutre pluriel ea, qui renvoie à indicia nostra, est à l'accusatif en tant que complément d'objet direct de spondemus. Les mélomanes pointilleux auront évidemment compris qu'il ne s'agissait pas précédemment d'une gymnopédie d'Éric Satie. Il en a écrit 3 en tout, le début de celle qu'on a entendue ne correspond à aucune d'elles. Il s'agit d'un mien pastiche en hommage à Éric Satie, composé en mai 2000. Ce sont des pièces légères, aériennes, on dit parfois aussi éthérées. Satie a lui-même créé le terme de musique d'ameublement, bref, une sorte de fond sonore pour combler le silence. On trouve dans cet essai pédagogique bien d'autres citations en exergue, par exemple celle de Stendhal. Je m'aperçus que personne ne pouvait m'expliquer que moins par moins donne plus. C'est une des bases fondamentales de la science qu'on appelle algèbre, continue-t-il. Dans l'absolu, on devrait prononcer Stendhal, puisque cet énième pseudonyme de M. Henri Bell est calqué sur le mot scandale. Ce nom vient d'une ville allemande non loin de Berlin. On classifie chez Stendhal plus d'une centaine de pseudonymes. Louis-Alexandre Bombay, Anastase de Serpierre, Dominique, Don Flegme, Giorgio Vasari, William Crocodile, Poverino. C'est à la en veux-tu en voilà, il aurait probablement apprécié Internet pour cette raison. Paraître, disparaître, rupture avec les origines, pluralité d'être, éloignement de l'identité imposée, voir sans être vu, l'arguatus prodere, avancée masquée à la manière de Descartes, jeu décryptage, insubordination, liberté, il a ajouté un H pour surgermaniser le nom. Au chapitre 5 de son récit autobiographique inachevé intitulé Souvenirs d'égotisme, rédigé en 1832 mais publié 60 ans plus tard, en 1892, il écrit « Mon souverain plaisir serait de me changer en un long allemand blond et de me promener ainsi dans Paris.
Cette remarque logique de Stendhal pourrait se traduire intellexi neminem mi explicare posse cur minus per minus daret plus. Neminem sujet à l'accusatif de la proposition infinitive introduite par intellexi, je m'aperçus. Intellexi neminem, je m'aperçus que personne, neminem accusatif de nemo, personne. Posse, pouvoir, l'infinitif. Intellexi neminem posse, je m'aperçus que personne ne pouvait. Daret, subjonctif imparfait de do, donné. Le subjonctif imparfait à la troisième personne du singulier s'obtient en ajoutant un t à l'infinitif. Esse, esset, amare, amaret, abere, aberet, et donc dare, daret. Subjonctif à cause de l'indirection, la question directe serait cur minus per minus dat plus, et imparfait à cause de la concordance des temps. Comme intellexi est au parfait, c'est-à-dire à un temps du passé, l'imparfait dans la subordonnée indirecte introduite par cur, pourquoi, est nécessaire. Donc, daret au subjonctif imparfait. Maintenant, cur minus per minus dat plus, pourquoi moins par moins donne-t-il plus? Ce qui est trompeur dans cette formule, c'est de croire d'une part que moins et plus renvoient aux signes mathématiques. Les signes n'en sont qu'une application particulière. Et d'autre part que les deux premiers opérateurs sont de même nature que le résultat, ce qui n'est pas le cas. Cette assertion fait partie de ce qu'on appelle la règle des signes, mais encore une fois, les signes algébriques ne sont qu'une occurrence de justification parmi d'autres. Les deux premiers opérateurs expriment une inversion binaire ou non. Plus, pas d'inversion binaire, donc rien ne se passe. Moins, inversion binaire. Et le résultat exprime une égalité ou une différence entre la position de départ et la position finale. Plus signifie égalité et moins inégalité ou différence. Moins par moins donne plus signifie donc que l'inversion d'une inversion binaire, le premier moins exprime une inversion binaire, le second inverse binairement ce qui a déjà été inversé. Donc moins par moins signifie une inversion d'inversion binaire. Donne plus, c'est-à-dire une égalité entre la position de départ et la position de fin. Imaginons un vecteur de longueur a. On peut le schématiser par une flèche allant de 0 à plus a sur une ligne graduée. Si je multiplie ce vecteur par moins, il subit une rotation de 180 degrés, ce qui fait que la flèche pointe maintenant moins a. Par où l'on voit que moins est un opérateur qui fait subir à un vecteur une rotation de 180 degrés. Si je multiplie de nouveau ce vecteur par moins, il subit logiquement une autre rotation de 180 degrés, ce qui fait qu'il se retrouve en position initiale. Voilà pourquoi moins par moins donne plus. Le résultat plus exprime une égalité entre la position de début et la position de fin. Donc ce plus ne signifie pas plus à proprement parler. Si le vecteur part d'une valeur négative sur la ligne graduée, il se retrouvera in fine en position négative. Ce n'est donc pas son signe qui est visé par le résultat, mais la comparaison entre le début et la fin. Moins par moins donne plus peut se mémoriser par cette devise. Double inversion binaire revient à ne rien faire. Moins par moins donne plus n'est qu'une occurrence parmi les 4 possibles de la règle des signes. Le résultat plus exprime l'égalité non seulement entre le début et la fin, mais aussi de façon incidente entre les deux opérateurs eux-mêmes, plus ou moins. Le résultat moins exprime l'inégalité non seulement entre le début et la fin, mais aussi entre les deux opérateurs eux-mêmes, plus moins ou moins plus. Il en résulte que moins a égale a. Encore une fois, si a est négatif, le résultat sera négatif. Ce n'est pas le signe de a qui est en jeu, mais le fait qu'on peut remplacer deux moins successifs par plus, ce qui donne plus a égale a, que a soit positif ou négatif. Moins par moins donne plus est valide pour tout objet binaire qui subit une double inversion. Si vous retournez 2 fois une pièce de monnaie, elle se retrouvera à sa position initiale, ou un disque vinyle, ou encore ces fameuses cassettes d'il y a quelques décennies, aimablement remémorées dans le formidable dessin animé japonais intitulé Piano Forest, où le professeur de piano détruit son enregistrement sur cassette devant son jeune élève, pour qu'il joue selon sa propre interprétation et non en copiant celle d'un autre. C'est donc la raison pour laquelle moins par moins donne plus. Haec est igitur ratio cur minus per minus det plus. C'est la raison haec est ratio,
L'adjectif démonstratif aec est au féminin par attraction du féminin ratio. Det, subjonctif présent, le subjonctif est appelé par la subordonnée interrogative indirecte introduite par cours, pourquoi. L'interrogation directe est cours minus per minus dat plus, avec date au présent de l'indicatif. Mais explico, j'explique, cours minus per minus det plus, avec det au subjonctif présent. Et explique-oui, j'ai expliqué, cours minus per minus d'arrête plus, avec d'arrête au subjonctif imparfait. Wobis à vous, explico wobis, je vous explique, explique-oui wobis, je vous ai expliqué. J'envisage les auditeurs dans leur ensemble. À vous, si c'est un vouvoiement ne renvoyant qu'à une seule personne, se dit tibi. Tibi, datif de tout, et wobis, datif de wos. En latin, il faut absolument respecter la concordance des temps. En français, la règle est plus souple. Moins par moins donne plus s'explique également par le fait qu'une double négation vaut affirmation. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir revient à dire vous savez. Ou encore dire non sans revient à dire avec. Non sans admiration signifie avec admiration. En latin, on dit nec non, c'est-à-dire il n'est pas vrai que ne pas, donc il est certain que. On trouvera aussi nec non en deux mots ou neque non. Faites attention à l'ordre des négations. Nemo non venit, il n'est personne qui ne soit pas venu. Donc tout le monde est venu. Alors que non nemo venit signifie il n'est pas vrai que personne ne soit venu. Donc quelqu'un est venu ou quelques-uns sont venus. De même non nulli, littéralement non aucun, c'est-à-dire quelques-uns, plusieurs. Ou encore non nunquam, littéralement non jamais, c'est-à-dire quelquefois. Il y a bien d'autres cas de double négation. Il faut développer la phrase pour bien comprendre. Ni il non fecit, il n'est rien qu'il n'a pas fait, donc il a tout fait. Non ni il fecit, il n'est pas vrai qu'il n'a rien fait, donc il a fait quelque chose. Ce qui fait que nihil non revient à omnia, tout, et non nihil à liquide, quelque chose. Le pédiatre dans le film Sixième Sens s'appelle Malcolm Crowe. Si vous avez à traduire en latin ce genre de nom, plusieurs possibilités se présentent. Soit vous latinisez ce nom, par exemple Malcolmus, qui se déclinera comme Dominus, ou encore vous laissez le nom indéclinable tel quel et vous l'accolez à son titre pédiater. Et c'est pédiater qui sera décliné pédiater quo. Ou encore Dominus quo, et vous déclinerez Dominus. Pour toutes ces petites astuces, vous n'avez qu'à lire par exemple Harry Potter en latin. C'est traduit par d'éminents latinistes. Même si vous ne comprenez pas tout en lecture cursive, vous vous familiariserez avec les déclinaisons et les formes verbales, et vous saisirez les répliques simples dans les dialogues. Par exemple, pour le professeur McGonagall, l'excellent traducteur choisit d'écrire professeur McGonagall, et déclinera professeur, c'est un mot de la troisième déclinaison, tandis que McGonagall reste indécliné. Idem avec l'oncle Vernon. Il écrira Avunculus Vernon. Le latin ne sait pas dire oncle tout court, il précise si l'oncle est maternel ou paternel. Avunculus, c'est l'oncle maternel. L'oncle paternel se dit patrouus. Donc Vernon reste indéclinable et Avunculus se déclinera comme Dominus. Même chose avec Monsieur Dursley, Dominus Dursley, et Madame Dursley, Domina Dursley. On décline Dominus et Domina tout en laissant Dursley indécliné. En revanche, les Dursley se traduit Dursley, et se déclinera comme Domini le pluriel de Dominus. Dans Arius Poter, les deux noms se déclinent, Arium Potero, Marie Poteri, Ario Potero. Le traducteur n'a pas décliné Poter comme magister pour ne pas dénaturer le nom. Notez que le vocatif est Harry Potter, vocatif en i des noms en ius, aegidius aegidi, Arius Harry. En revanche, le nom Hermione se décline normalement comme un nom de la troisième déclinaison, donc au génitif on aura Hermionis. Cette fiction est discrètement féministe, puisque la jeune fille Hermione se trouve être à égalité avec les deux garçons par le biais de la baguette magique, ce qui lui confère une force égale à celle de ses deux compagnons d'aventure, sans compter une fréquente perspicacité qui sort souvent le trio d'un mauvais pas. Tous ces principes de déclinaison des noms pourraient s'adapter au film Sixième Sens. Le prénom de l'enfant Coulser pourra par exemple suivre l'exemple d'Hermione dans Harry Potter, avec 4 formes différentes, Collé, Collem, Collis, Colli,
où Collet est à la fois nominatif, vocatif et ablatif. De même qu'Hermione sera à la fois nominatif, vocatif et ablatif, les autres cas étant Hermionem, Hermionis et Hermione. Sixième sens est un film étrange, dans un style répertorié fantastique, qu'il est nécessaire de voir plusieurs fois pour en découvrir les arcanes. Car le fantastique ne fait que prendre une hypothèse surnaturelle, sur la base du monde réel, par opposition non seulement à la science-fiction, qui essaie de procéder par explication scientifique, mais aussi à ce que nous pourrions appeler la fantasy, qui ne s'occupe pas de justification rationnelle, comme dans les fables où les animaux parlent. On emprunte souvent le mot fantasy aux Anglais pour exprimer ce genre, même s'il ne se trouve pas ou pas encore dans le lexique français en 2016. On dit aussi fantaisie en français, mais on risque de le confondre avec un style musical. Dans le domaine du fantastique, il existe deux grands romans dans la littérature universelle, La peau de chagrin de Balzac et Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Attention au mot chagrin, il ne s'agit pas d'une peine morale ni d'une affliction. C'est un cuir préparé à base de peau de chèvre ou de mouton utilisé pour les reliures. Dans le roman de Balzac, c'est une peau magique qui réalise les désirs de son possesseur, mais qui, en contrepartie, rétrécit à chaque souhait satisfait, la mort survenant au moment de la disparition totale de la peau, d'où l'expression se réduire en peau de chagrin. C'est un roman philosophique qui pose la question de savoir si l'on peut cesser de désirer, car dans ce contexte, c'est une nécessité pour échapper à la mort. L'hypothèse surréelle dans le conte fantastique Sextus Sensus, on va la comprendre petit à petit. Elle n'est pas perceptible de prime abord et est habilement cachée au public. Il faut d'ailleurs voir le film plusieurs fois pour bien la saisir. À savoir que le pédiatre Malcolm Crowe est réellement tué par son ancien patient Vincent Gray. On cherche à nous faire croire que le docteur n'est que blessé et qu'il réapparaît the next fall, l'automne suivant. Sequenti autumno, mais le latin préfère souvent proximo autumno, littéralement l'automne le plus proche. C'est le verbe qui dira si c'est passé au futur. Je vous ai écrit une lettre l'automne dernier, ad te litteras proximo autumno scripsi. Comme le verbe est au passé, scripsi, proximo autumno signifie l'automne dernier. Je vous écrirai une lettre l'automne prochain, ad te litteras proximo autumno scribam. Comme le verbe est au futur, scribam, proximo, le plus proche, renvoie au futur. Et il en irait de même avec proximo mense, le mois précédent ou le mois prochain, ou proximo anno, l'année dernière ou l'année prochaine. Pour plus de clarté dans un film, on choisirait peut-être sequenti autumno, mais en littérature, on préfère proximo puisque le verbe indique si c'est passé au futur. Il en va de même avec d'autres expressions comme modo par exemple, qui signifie soit il y a un instant, soit dans un instant. Donc Malcolm réapparaît sequenti autumno, et il compare les deux descriptions. La première feuille qu'il consulte sur le banc public devant la maison de Cole, dont il attend la sortie. Cette première feuille donc concerne Vincent, qui à l'époque, au moment où il était suivi par Malcolm, avait 10 ans, decemanos natus. La seconde concerne Cole, qui a 9 ans. Il fait le rapprochement entre les deux situations. Mais c'est très difficile à percevoir car la page concernant Vincent n'apparaît qu'une fraction de seconde. Le docteur a conservé toutes ses archives. Il retrouvera les enregistrements sur cassette. Ces fameuses cassettes à bande magnétique fine qui étaient un bijou technologique pour l'époque. Un tour de magie pour ainsi dire. Malcolm n'a donc pas été blessé par Vincent, il a été tué. Ce n'est que son fantôme qu'on voit là et qui revient proximo autumno. Comment traduire fantôme en latin? On peut dire par exemple species, imago, umbra, simulacrum ou encore visum. C'est le contexte littéraire qui fera comprendre le phénomène au lecteur. En français, on a également spectre ou apparition. Donc ce qu'on voit à l'écran dans le film, c'est du point de vue de Cole qui a ce sixième sens, celui de voir les morts et de pouvoir communiquer avec eux, ce qui évidemment trompe le public qui croit que le docteur est vivant. On a le même procédé dans le film autrichien,
talentueux mais difficile, datant de 2014, intitulé Good Night, Mommy. Bonne nuit, maman. Bonam noctem, mama. On a bonam noctem à l'accusatif parce que les mots sous-entendus sont tibi ex opto. Je te souhaite en traduction tutoyante, je vous souhaite en traduction vouvoyante. De même, joyeux anniversaire se dit felicem diem natalem, accusatif qui sous-entend les mêmes mots tibi ex opto. Autre exemple, panem et circenses, du pain et des jeux de cirque, expression tirée de la 10e satire de Juvénal, vers 81, sous-entend un verbe transitif direct, par exemple volumus, nous voulons. Dans la satire de Juvénal, c'est le verbe opto, souhaiter, désirer. Duas tantum res anxius optat, panem et circenses. Il ne désire avec inquiétude que deux choses, du pain et des jeux de cirque. Anxius au nominatif apposé au sujet sous-entendu il, optat il désire. Littéralement il souhaite inquiet, on reconnaît l'adjectif anxieux. Bonam noctem mama raconte l'histoire de deux jumeaux, Lucas et Elias. Mais la scène se voit surtout du point de vue d'Elias, car Lucas est mort dès le début du film. Il est décédé assez récemment, ce que le spectateur n'est pas censé comprendre sans une étude approfondie du scénario, ce qui implique de voir plusieurs fois le film. C'est Elias qui, dans son délire, refuse la mort de son frère Lucas. Il le voit, il lui parle, comme s'il existait toujours, tout comme Hamlet discute avec le spectre de son père. Je vous renvoie à mon étude intitulée « Le secret d'Hamlet ». D'ailleurs, on apprendra le prénom du survivant Elias qu'à la 47e minute. Seul Lucas est cité dans tout le début, ce qui induit en erreur le spectateur qui finit par se demander quel est le prénom de l'autre jumeau. La thématique dans Bonam noctem mama ou Sextus sensus est la même, à savoir la communication avec les morts. C'est un thème récurrent au cinéma. Rappelons pour mémoire The Exorcist, 1973, Ghost, 1990, Dead Again, 1991, De nouveau mort, Rursus mortuus, Le passé revient en version française, Tempus praeteritum redit, White Noise, littéralement sonorité blanche, Albus sonus, La voix des morts dans la version française, Mortuorum vox. Hereafter 2010, au-delà, on peut utiliser la préposition trans en latin. Charlie St. Cloud 2010. Le secret de Charlie dans la version française, Caroli Secretum. Pay the Ghost 2015, Payer le fantôme, Simulacro Satisfac. Sans oublier le très vieux film britannique The Ghost Goes West, 1935. Le fantôme va à l'ouest, umbra ad occidentem adit. Avec le verbe adeo, on peut utiliser la préposition in ou ad, ou pas de préposition du tout puisqu'elle se trouve déjà dans le préverbe. On peut donc dire ad occidentem adit ou in occidentem adit, ou occidentem adit sans préposition. Fantôme à vendre dans la version française Venalis species. C'est ainsi que s'explique un passage de ma nouvelle intitulée L'audition. Quelques instants après, la vedette qui se trouve être en face du jeune traducteur improvisé dit avec un sourire quelque peu espiègle, en se tournant vers le metteur en scène qui préside en bout de table sur sa gauche, « There are two ghosts here. Il y a deux fantômes ici. » Bien que murmuré, le musicien a pu décrypter ce commentaire, et chuchote à son tour à l'assistante sur sa droite, « But where the ghosts go? Mais où vont les fantômes ?» Sans doute en référence à un ancien film britannique. Vous pouvez écouter la lecture de cette nouvelle sur ma chaîne YouTube, ou encore sur ma page de littérature audio. Vous y trouverez également la recherche de l'absolu et Ferragus de Balzac. Donc Malcolm est mort, ce n'est que son fantôme qu'on voit, car l'image se conçoit du point de vue de Cole, contrairement à ce qu'il lui dira dans l'église, et n'a pas pu en parler préalablement à sa mère qui ignore son existence, ce qui explique qu'il l'attend dehors, sur un banc d'un jardin public en face de la porte de sa maison.
Voilà pourquoi il ne parle à personne durant tout le film. Il ne parle pas à la mère, cum matre non loquitur. Quand on a l'impression qu'ils attendent tous deux l'arrivée de Cole qui va revenir de l'école, en réalité la mère se trouve avec le fantôme mais ne le voit pas. De son point de vue, elle est seule. Ils ne discutent pas du tout ensemble, ces images sont volontairement trompeuses. Imagines consulto fallaces, ou encore de industria perfidae. Idem à l'hôpital, in valetudinario, quand il est avec elle, en face du médecin. Auteur et réalisateur du film, qui s'octroie ici un petit rôle, soit dit en passant, ni elle ni le médecin ne savent qu'il est présent. Il ne parle pas non plus à son épouse, donc veuve. C'est ce qui explique que quand il arrive au restaurant en croyant avoir rendez-vous avec sa femme pour fêter comme tous les ans son anniversaire, il s'assoit sur la chaise sans l'avancer ensuite vers la table, comme on le fait d'ordinaire machinalement. Détail formidable de mise en scène. Sinon, les clients risqueraient de voir une chaise bouger toute seule, puisque Malcolm est invisible du point de vue des gens. Quand sa femme a l'air de lui en vouloir de son retard par son silence obstiné, sa tristesse ou sa déception viennent du fait qu'elle est toute seule. Elle ne sait pas qu'il vient d'arriver, elle ne le voit pas. Il ne pourrait évidemment pas payer l'addition, malgré sa vaine tentative pour prendre la note qui vient d'être posée sur la table par le maître d'hôtel. Elle ne lui parle pas non plus, cum illo non loquitur. Elle fête seule l'anniversaire de feu son mari, et se parle à elle-même ou envoie une prière au très aimé défunt, quand elle lui souhaite en se levant pour partir un joyeux anniversaire, felicem diem natalem. Il ne discute qu'avec cet enfant, qui lui est doté du sixième sens, et peut communiquer avec lui. Notez que les mots latins prononcés par Cole dans l'Église sont issus du psaume 129 de la Vulgate. De profundis clamoat te domine. Littéralement, des profondeurs, je crie vers vous, Seigneur. Clamo, je crie, je supplie, clamoat te, je vous supplie. Malcolm va traduire ces mots dans son bureau avec son dictionnaire et va trouver en très bon élève Out of the depths, I cry to you, O Lord. Comme ce mort n'est pas en colère, cum hic mortuus non iratus sit, il ne dégage pas de froid et Cole ne le craint pas. Le froid est en effet le code de la colère des morts dans ce film. Il fait froid dans la cave. À l'étage, c'est pareil, on met un pull. Il fait froid sous la tente, de la buée sort de la bouche de Cole. Sa mère augmente un peu le chauffage. La température baisse, signe de la présence de morts dans l'appartement. On gèle ici, dit l'enregistrement. Il faut réécouter pour être sûr. Augmenter le volume, puis le mettre au maximum. Son épouse a très froid, quand avec toutes les réminiscences que le fantôme Malcolm revoit par flash, il finit par comprendre qu'il est mort. Tout dans cette mise en scène savante et millimétrique est fait pour tromper le public lors du premier contact avec ce film. On croit que Malcolm est en vie, mais il ne peut communiquer avec personne, et personne ne lui répond, sauf Cole. Le pédiatre apprendra qu'il est mort ou se mettra à s'en douter sérieusement lors de la révélation de Cole à l'hôpital. Je vois des gens qui sont morts, I see dead people. Mortuos video ou homines qui mortui sunt video. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, nesciunt se mortuos esse. Le spectateur peut alors éventuellement se rendre compte qu'il porte toujours la même chemise. Le peu de vêtements dont il dispose, imperméables pull cravate, sont ceux qu'il avait peu avant son assassinat. Mais la chemise est celle qu'il a quand il reçoit la balle et est toujours la même durant tout le film. Le regard de l'acteur à l'hôpital est très difficile d'interprétation. Loin de s'étonner de cette spécificité extraordinaire mortuos video du point de vue de Cole, il la prend en réalité pour lui-même. C'est là au contraire le début de la prise de conscience de sa mort possible. C'est une très étonnante construction, mais l'ensemble est tout à fait poignant à voir, avec une magnifique musique qui se prête parfaitement à cette ambiance insolite. Le film procède par code, on a vu le froid, il y a aussi la couleur rouge, color Roubert, d'où le prénom Robert, autrefois réservé aux roux, et la rubrique annoncée dans les livres anciens par sa couleur rouge. Le rouge annonce une corruption émanant de l'autre monde sur le monde réel, et donc une malveillance ou une agressivité passée ou à venir,
susceptible de créer une situation émotionnelle particulière. La porte rouge de l'église, le châle rouge de son épouse, Madame Crowe, la poignée rouge de la porte, le vernis rouge sur les ongles de la mère de Cole, la tente rouge de Cole, ses écrits à l'encre rouge, les pilules antidépresseurs de la jeune veuve Anna, la femme de Malcolm, le ballon rouge qui s'envole, le pullover rouge, l'emballage du livre offert, le tapis rouge où s'allonge Cole, le fond du coffret qui contient le film sur bande magnétique, le tailleur rouge de l'empoisonneuse, le pull de la mère de Cole au volant, l'intérieur de la tente où Cole prit des profundis clamuate dominé, le casque de la personne accidentée. L'œuvre a été conçue pour être vue et revue, voire carrément étudiée dans ses moindres recoins, sans que la convergence des signes, des règles et des indices puisse être jamais mise en défaut. Le thème sous-jacent fondamental est donc une lente prise de conscience de sa propre mort, à travers la tâche morale qu'on se donne de venir en aide à autrui, en l'occurrence à un enfant qui doit vaincre sa peur, comme pour tenter par ce biais de racheter une erreur passée, celle qu'il a commise envers Vincent qu'il n'a pas su comprendre. Les derniers mots « bonne nuit, bonam noctem » qu'il dit à sa femme sont une conclusion fatale puisqu'il s'agit pour lui de la dernière nuit, ultima nox, la nuit éternelle, aeterna nox. J'ai expliqué dans les grandes lignes le film intitulé Sixième Sens, Universe pelliculam sextus sensus inscriptam expliqui. Universus s'oppose à singulus, qu'on rencontre surtout au pluriel, en tant que choses multiples considérées isolément, une à une. J'ai expliqué en détail singula expliqui. Singula accusatif neutre pluriel. J'ai expliqué dans les grandes lignes, en général, universa expliqui, d'où l'adverbe universe par opposition à singularitaire. Notez le nominatif pendant, sextus sensus, qui n'entre dans aucune syntaxe. On ne peut pas faire autrement puisque c'est un titre, ce n'est pas un vrai nominatif, c'est un bloc en tant que citation. Si l'on préfère le faire entrer dans une syntaxe, il faut alors modifier légèrement la phrase et dire par exemple pelliculam cuius titulus est sextus sensus, dont le titre est sixième sens, ou encore pelliculam sextum sensum nominé, avec sextum sensum à l'accusatif par attraction de pelliculam, et nominé ablatif adverbial invariable, littéralement par son nom sixième sens. Nominé invariable s'accompagne du nom au cas voulu. J'ai vu mon ami Paul, amicum Paulum nominé vidi. On peut dire amicum Paulum tout court, mais nominé insiste sur le prénom. J'ai donné un livre à mon ami Pierre, librum amico Petro nominé dédi, avec Petro datif par attraction d'amico, acquis à mon ami.